Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous sur Noah. Toujours promise, jamais obtenue, la relance de l'apprentissage est-elle en train de devenir une réalité? Longtemps boudée, cette filière connaît un sursaut d'intérêt. Les jeunes n'ont jamais été aussi nombreux à choisir cette voie, plus 16% en 2019, une croissance à deux chiffres, c'est un record en France. Tous les territoires en profitent, un succès que se dispute le gouvernement et les régions. Pourtant, alors les formations en apprentissage, pourquoi décollent-elles? Est-ce la voie royale contre le chômage et un raccourci vers l'emploi? Eh bien, c'est de cela dont nous allons discuter ce soir dans Dispute en Double avec mes invités que je vous présente immédiatement. Lucas Maillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes apprenti boulanger. En face de vous, Jean-Louis Nambrini, bonsoir. Vous êtes vice-président de la région en charge de l'éducation. Laure Coudrello nous accompagne également. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'agence Erasmus Plus France Éducation Formation. Et puis, Raphaël Arbina est également présent. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué du campus du lac Bordeaux-Libourne. C'est un CFA. Lucas Maillot, j'ai envie de débuter avec vous cette émission. Vous avez 19 ans, vous êtes apprenti boulanger. Comment en êtes-vous arrivé là? Quel a été votre parcours? Vocation ou un choix contraint? Tout simplement, dès le plus jeune âge, j'avais envie de rentrer dans la vie active. Donc c'est tout bêtement qu'après ma troisième, j'ai déposé des CV des patrons boulangers du coin pour commencer un apprentissage, un CAP. Et puis j'en suis là aujourd'hui avec plusieurs diplômes. Et la boulangerie, pourquoi par hasard? Non, pas par hasard. Depuis petit, métier qui m'a toujours attiré. Métier où je regardais des reportages, des vidéos. Et puis je me suis dit à 15 ans, pourquoi pas me partir là-dedans. Et vous ne l'avez jamais vu comme une voie de garage? Une voie de garage? L'apprentissage? Non. Justement, aller de l'avant vers l'apprentissage, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qui peut motiver. Alors justement, on va aller un peu plus loin avec vous et vous nous direz pourquoi ça vous a plu réellement la boulangerie, mais je voulais voir cela avec vous. Raphaël Arbina, vous êtes directeur d'un CFA. Est-ce que les mentalités ont changé? Pourtant, tout n'est pas rose quand même. Non, tout n'est pas rose. Il y a une amélioration qui est indiscutable de l'image de l'apprentissage d'une manière générale. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les différents acteurs autour de cette voie de formation et on peut désormais affirmer que c'est une voie d'excellence. On peut préparer des diplômes de tous ordres, de tous niveaux, de toutes spécialités, qui ont pour point commun d'être des diplômes professionnels. Mais on peut aller du CAP au diplôme d'ingénieur sans difficulté par la voie de l'apprentissage. Vous-même, vous l'avez entendu par le passé, on parlait de diplôme au rabais. C'est ça, c'est ce qu'on vous disait? Racontez-nous. On parlait de voies qui accueillaient des jeunes qui étaient plutôt en échec scolaire. C'est ça qu'on disait. Je pense que c'est au prix de beaucoup d'efforts des différents acteurs que cette image a d'ores et déjà changé, continue à changer, et dans tous les CFA de France, on peut trouver des vrais success stories, c'est-à-dire des jeunes qui sont sur des voies de réussite, sur des voies d'excellence de formation aussi, puisque les dispositifs pédagogiques sont en général de très bonne qualité dans les CFA, et c'est vrai que ça, petit à petit, le grand public en a pris conscience. On sait tous il faut toujours beaucoup de temps pour faire changer des mentalités. C'est une inertie et ça prend un peu de temps. Et c'est en cours visiblement. Jean-Luc Nambrini, à qui s'adresse aujourd'hui l'apprentissage? À tout le monde. L'apprentissage s'adresse à tout le monde, à un élève de collège, comme on vient de le voir, qui décide après ses études, je dirais, fondamentales. Je crois que ça, c'est important, de dire jusqu'en troisième, j'apprends l'essentiel, j'apprends le français, j'apprends de l'anglais, j'apprends des maths. Et puis, je mets en œuvre une passion que j'ai et je peux aller vers l'apprentissage. Alors, si vous permettez, je dis ça s'adresse à tout le monde, parce que il ne faut pas le concevoir comme une voie à côté d'une autre voie. Aujourd'hui, la richesse de l'apprentissage, c'est que ça peut s'inscrire dans un parcours. Je peux, après la troisième, commencer un apprentissage. Et puis ensuite, si je reprends goût aux études un peu plus théoriques, je peux continuer sous statut scolaire, revenir encore sur l'apprentissage. Bref, on peut bâtir des parcours mixtes qui, tout en alimentant une passion, vous permet d'aller d'une première qualification jusqu'à une qualification de plus haut niveau. On s'inscrit dans un parcours. Je crois que c'est ça qui est nouveau et c'est ça qui fait qu'on peut véritablement dire que par l'apprentissage, on accède à l'excellence. Et justement, dans ce parcours, on peut aussi aller voir ailleurs, c'est ça, Anne-Laure Coudrello. L'apprentissage, on peut aussi aller en Europe, voir ce qui se passe.
Ah oui, avec Erasmus+, on va en Europe et on va faire des mobilités dans le cadre de son parcours d'apprentissage. C'est ancien ça ou c'est récent? Oui, c'est assez ancien parce que dans le traité européen, la formation professionnelle, elle est au cœur du traité. Donc ça a toujours existé. Ça s'appelait Leonardo da Vinci pendant un petit moment. Et puis ça rejoint le programme Erasmus+, à partir de 2014. Et pour vous donner un ordre de grandeur aujourd'hui, ce qu'on appelle la mobilité dans la formation professionnelle, parce qu'on est un peu plus générique au niveau des 34 pays d'Erasmus+, c'est aux environs de 31 000 jeunes qui partent chaque année. 31 000, ce qui est quand même... Pour la France. Ce qui est quand même plutôt pas mal avec, j'imagine, une hausse des effectifs. Oui, alors on a des crédits qui augmentent, donc nécessairement il y a de la mobilité qui augmente parce que l'appétence à partir dans la formation professionnelle et dans l'apprentissage est très forte. C'est peut-être l'endroit où aujourd'hui on aurait le plus besoin de financement complémentaire parce que c'est là que la tension est la plus forte. Alors justement, l'apprentissage, je le disais, est en hausse dans toutes les régions, dans tous les territoires. Plus de 39 500 apprentis en Nouvelle-Aquitaine. La mobilisation a donc payé, des effectifs en hausse de 11% depuis 2015. Jean-Claude Lacoste, Bertrand Joucla-Parker. La dynamique de l'apprentissage gagne les entreprises. Dans cette enseigne de Bordeaux, Clément fait partie des alternants. Saisonnier en 2015, il s'apprête à signer un CDI en juillet. Après la vente et l'animation d'équipe, un parcours réussi à 24 ans. J'ai commencé par la fac, mais j'avais besoin de cadre dans mes études et le côté université ne me convenait pas. Donc je suis parti en école privée où là il y avait du cadre, une attente de résultats, mais aussi une possibilité de rentrer dans le monde de l'entreprise. Pour moi c'est une vraie réussite d'avoir été en alternance aujourd'hui puisque ça m'a permis de monter en compétence sur de nombreux sujets et d'être prêt à entrer sur le marché du travail. À peine plus âgé, Florian a connu également l'apprentissage. Il est aujourd'hui chef du magasin pour la journée où travaillent 4 alternants. L'enseigne mène une politique de recrutement et de formation. On a beaucoup de profils qui viennent sans forcément aucun projet professionnel. Elles leur permettent de se recentrer et déjà il y a un coût économique qui est intéressant forcément. Et puis ça permet de voir sur le long terme, de construire des vrais projets professionnels. Longtemps délaissée, la formation en alternance est plébiscitée. 10% de candidats supplémentaires dans ce CFA agricole de Pugnac. Moi, dans la formation que je fais, dans la formation tractoriste, on apprend à conduire tous les tracteurs. Et en même temps, nous, ça nous fait faire de l'expérience. Et les patrons, eux, ils sont contents parce qu'eux, comme ça, ils n'ont pas besoin de nous former. On est formés directement à l'école. L'image de la formation en alternance évolue grâce notamment aux besoins des entreprises. Disons un changement des mentalités par rapport à l'apprentissage qui, pour moi, si vous voulez, c'est la voie impériale pour se former, obtenir un diplôme et une autre manière d'apprendre un métier. La Nouvelle-Aquitaine compte un peu plus de 38 000 apprentis avec de vraies perspectives d'emploi. Alors on a beaucoup reproché aux entreprises de ne pas s'investir. Ça change aussi. Est-ce que c'est le reflet d'une activité qui reprend, Raphaël Arbina? Oui, on peut le dire tout à fait comme ça. L'apprentissage obéit exactement aux mêmes lois que le recrutement de nouveaux diplômés, de jeunes diplômés. Et donc, quand l'activité économique fonctionne bien, les recrutements à l'apprentissage fonctionnent bien aussi. Vous l'aviez vu venir cela dans votre propre CFA? Oui, tout à fait. Alors, la progression en effectif a été constante au fil du temps. Elle est moindre que ce que l'on enregistre lors de cette rentrée, bien sûr, mais elle est constante depuis plusieurs années. Et c'est le reflet de l'amélioration de la situation économique du pays, bien sûr. Jean-Luc Nambrini, quels sont les secteurs qui fonctionnent bien en apprentissage? Beaucoup de secteurs fonctionnent bien. Tout est applicable? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, nous sommes une région où tous les secteurs sont en manque. Des besoins d'emploi sont là, dans tous les domaines. Les entreprises ont du mal à recruter, que ce soit dans les domaines de pointe, l'aéronautique, mais aussi l'agriculture. Vous voyez, nous sommes dans une région, la première région agricole d'Europe. Et dans cette région, il faut renouveler les métiers. Tout va dépendre de l'agriculture. L'agriculture, demain, c'est la meilleure alimentation. C'est un monde qui est en train de se transformer rapidement. On a besoin
voyez, aussi bien dans l'industrie de pointe, l'aérospatiale, que l'agriculture, et puis évidemment tous les métiers de l'artisanat qui font vivre nos territoires. Hein. Sans nos artisans sur le territoire, évidemment, nous serions en difficulté. Donc évidemment, tous les secteurs sont concernés par l'apprentissage, par la nécessité d'aller vers l'apprentissage. Alors justement, il y a d'autres, nos voisins européens, ils sont allés depuis quelques temps déjà et ça marche plutôt pas trop mal chez eux. Je pense à vous, Laure Coudray-Laux, vous qui regardez un petit peu ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une culture de l'apprentissage ailleurs? Je pense à l'Allemagne, par exemple. Oui, on va dire qu'il y a un ensemble de pays autour de l'Allemagne. Il y a l'Autriche, il y a le Danemark, il y a la Suisse, qui ont une tradition d'éducation qu'on appelle duale, où la formation professionnelle, elle est là. Elle est là comme la formation générale. Et il y a un lien particulier très fort avec le tissu industriel et les entreprises. C'est quasiment les entreprises qui disent le besoin qu'elles auront à l'avenir. Et ça a beaucoup guidé l'apprentissage dans ces différents pays et l'organisation de l'apprentissage. Donc on est par contre dans ces pays-là souvent très lié à une filière. Et ensuite, on peut être lié jusqu'à une entreprise dans une filière. Donc, en termes de compétences, c'est un système évidemment très performant, mais qui peut aussi limiter les perspectives d'un jeune, parce que ce qu'on sait, c'est aucun de nous n'aura un parcours continu qui l'aura à rebondir, et que très souvent, le fait d'avoir une solide, on va dire un socle de base solide auquel on ajoute l'apprentissage, c'est une force pour la suite. Mais si je vous comprends bien, ça veut dire que dans ces pays-là, on a considéré l'apprentissage comme un investissement. C'est un investissement, c'est des compétences extrêmement recherchées. Dans un pays comme l'Allemagne qui est en demande de main-d'œuvre aujourd'hui, c'est une problématique forte. Mais ce qu'on constate, c'est que les jeunes Allemands se tournent aussi, ont envie d'aller par la voie d'apprentissage, et puis aussi d'aller plus loin quand ils le peuvent, ce qui a été évoqué précédemment. Alors justement, vous disiez, on recherche l'apprentissage et les apprentis. À vos côtés, donc, Lucas Maillot, apprenti boulanger, on le rappelle, 19 ans. C'est un choix exigeant, l'apprentissage, parce qu'on ne fait pas ça comme ça du jour au lendemain en se disant « Tiens, je vais être apprenti demain, allons-y, je toque à la porte ». Non, évidemment, ça se réfléchit, l'apprentissage, parce qu'il y a des points positifs comme négatifs. On n'est plus du tout dans le parcours scolaire comme on l'était au collège, par exemple. Quelle est la démarche? Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. La démarche, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, en sortie de 3e, après le brevet, on dépose des CV à différents. Il faut trouver son employeur. Il faut trouver son employeur, c'est pas facile. C'est pas facile, le premier employeur ne va pas nous ouvrir les portes comme ça. Il faut faire des lettres de motivation, des CV. Et puis une fois qu'on a trouvé le patron, c'est là où tout commence. C'est là où le plus dur va commencer, parce qu'il faut s'habituer. Un nouveau mode de vie, un nouveau comportement dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est pas facile. C'est pas simple, effectivement, vous confirmez? Oui, je confirme. Bien sûr. C'est vrai que comme tout parcours où on fait plusieurs choses en même temps, c'est très exigeant. Nous, ce qu'on constate, c'est que sur des parcours classiques de 2 ans, ce qui est la durée moyenne d'un contrat d'apprentissage, on voit qu'effectivement, il faut une forte mobilisation de l'apprenti, mais on le voit aussi se transformer très profondément et souvent très positivement au cours de ces 2 ans. Il y a une vraie maturité qui est acquise durant ce parcours. Et la clé, c'est peut-être aussi la bonne orientation, non? Mais oui, c'est vraiment, j'y pensais en vous écoutant. L'orientation, c'est essentiel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la loi nous confie aux régions maintenant l'information sur l'orientation. Et nous avons à nous rapprocher des jeunes, au collège justement, pour faire connaître les secteurs dans lesquels il y a des besoins, il y a des possibilités de réussite, des possibilités de carrière, mais aussi pour vous aider dans vos démarches, parce que c'est pas facile de trouver un employeur, vous l'avez dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut que nous mettions en place tout un dispositif, en lien bien sûr avec l'éducation nationale ou avec le ministère de l'Agriculture, pour ce qui concerne les lycées agricoles. Donc oui, l'orientation, vous avez raison. Oui, parce que je regarde ce chiffre, à peu près, c'est 28% des contrats qui sont rompus avant leur terme. Ça veut dire qu'il y avait quand même une mauvaise orientation à la base, non? Alors, ils sont parfois rompus et font l'objet d'un reclassement, c'est-à-dire que l'employeur qui a rompu, les CFA cherchent à le mettre en relation avec un autre alternant, et inversement pour l'alternant, c'est-à-dire qu'on cherche aussi une solution pour l'alternant. Donc c'est pas 28% de sortie sèche du dispositif quand même. Donc c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on cherche une solution aux parties. Monsieur Lambrini?
Non, mais je veux dire, on met l'accent sur les erreurs de parcours. Je crois qu'il faut les réduire. Enfin, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'un apprenti trouve du travail. 70% des jeunes qui ont un diplôme par l'apprentissage trouvent du travail dans les mois qui suivent l'obtention du diplôme. Ça, c'est quelque chose de très important. Et la réussite aux examens, elle dépasse 80%. Donc, mettons l'accent là-dessus. Mais c'est vrai que trop de réorientation, ça veut dire une information insuffisamment aboutie et il y a du travail à faire encore. Peut-être qu'il faut qu'on travaille avec vous, les jeunes, qu'on mette en place un réseau d'ambassadeurs qui permettent de mettre métier par métier des jeunes face à d'autres jeunes pour qu'on étudie les parcours, ce que vous nous décrivez là aujourd'hui, que vous puissiez l'expliquer à une classe de 3e, ça serait formidable. Vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Lucas Maillot? Je suis tout à fait d'accord avec monsieur, pourquoi pas, ça serait à essayer, à tester, si ça pourrait augmenter les chances d'avoir plus d'apprentis et plus de succès par la suite, pourquoi pas. Alors jusqu'à il y a peu, l'apprentissage était piloté par les régions. Aujourd'hui, la réforme a donné cette compétence aux branches professionnelles, c'est-à-dire que les entreprises ont une place importante dans le dispositif. Que permet cette réforme finalement? Une libéralisation du système, Raphaël Arbina? Oui, alors indiscutablement, il y a une possibilité pour les opérateurs de formation et les CFA historiques également, bien sûr, de faire varier leur offre de formation avec une grande réactivité. Effectivement, un besoin détecté par une entreprise, on peut apporter une réponse immédiate. Il y avait des dispositifs anciens qui le permettaient, mais qui avaient un caractère plus exceptionnel. Voilà. Mais je pense que c'est un mix entre... on a levé des freins, c'est ça? On a levé les freins, mais il y a quand même besoin, bien sûr, d'une politique régionale sur ce sujet, parce que c'est quand même avant tout une politique de territoire. Oui, parce qu'elle est porteur de région, de projet, la région, d'une manière générale. Bien sûr, la région Nouvelle-Aquitaine avait une conviction très forte concernant la réussite par l'apprentissage et le développement économique sur le territoire par l'apprentissage. Cette conviction, elle ne disparaît pas avec la loi. Donc nous la conservons. Et le président Rousset continue à être très proactif sur l'apprentissage. D'ailleurs, nous avons continué tout au long de l'année 2018-2019 à travailler avec tous les opérateurs. Les partenaires. Et nous voulons continuer à le faire. Nous allons voter un label très prochainement. Nous aurons la possibilité de continuer à investir dans les lieux de formation, dans les CFA. Et nous allons continuer à le faire. Et nous le ferons évidemment en fonction de critères que la région élaborera avec la volonté de faire attention à ces territoires. Nous avons des besoins sur les territoires. La loi de l'offre et de la demande que la loi propose, est-ce qu'elle assurera au long cours le maintien des lieux de formation partout sur le territoire? La réponse est non. Que ferons-nous en situation de crise? Est-ce que les petits CFA, les petits lieux de formation fermeront en situation de crise? Il faudra bien que la région régule. On va y revenir justement parce que les CFA vont évoluer avec la réforme. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur les entreprises, qu'on a beaucoup critiquées. Sont-elles suffisamment préparées pour accompagner les jeunes? On les a donc beaucoup critiquées. Écoutez ce qu'en dit justement ce chef d'entreprise. Il est restaurateur, il s'appelle Frédéric Coiffé. Il est à Bordeaux et pour lui, c'est un peu donnant-donnant. Les avantages, c'est que je connais bien l'apprentissage parce que j'étais apprenti. À l'âge de 16 ans, j'étais apprenti chez M. Coutenceau à La Rochelle. Donc je connais bien la dureté du métier d'apprenti parce que c'est un métier à part entière, apprenti cuisinier. Et je connais les avantages aussi pour les avoir eus. Et je me rends compte maintenant, même si le métier change un petit peu, à mon sens, le métier d'apprenti, être apprenti, c'est la plus belle façon pour apprendre un métier. Inconvénient, c'est qu'à 16 ans, on aspire peut-être à autre chose que de faire beaucoup d'heures et d'être présent tout le temps, comme dans le métier cuisinier, assez compliqué de par les jours d'ouverture et les horaires. Et on peut considérer que c'est un inconvénient à l'âge de 16 ans de subir ça. Et pour le chef d'entreprise que vous êtes, est-ce qu'il y a des inconvénients, des écueils? Je ne pense pas qu'il y ait d'inconvénients, à part peut-être faire encore plus attention à un apprenti qu'un employé classique. Parce que l'apprenti est en recherche de savoir, donc il faut être très attentif à leur savoir comment ils se comportent et savoir ce qu'ils ont envie d'apprendre et pas apprendre et être vraiment plus attentionné. Quel conseil pourriez-vous donner d'une part à un chef d'entreprise qui hésite, d'autre part à un apprenti, à sa famille, parce que c'est une décision souvent assez collective? Alors c'est une décision collective, mais bizarrement c'est une décision que les familles ont du mal à prendre, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut dans les médias et ailleurs, être apprenti dans l'esprit des gens, c'est pas quelque chose de très positif. On préfère aller dans les grandes écoles
notamment dans les grandes écoles d'hôtellerie, où il faut payer très cher et on a des très bons profs. Et oui, on ressort avec un joli diplôme, mais on ne ressort pas avec la réalité du terrain, je pense. Ce n'est qu'un avis personnel. Donc on peut aussi être très, très, très bien formé à l'école, mais je pense qu'en étant en apprentissage, on va apprendre directement la dureté du métier. Et quand on va démarrer le travail, on va savoir déjà ce que c'est. Le problème de l'école, c'est qu'ils ne se rendent pas tous vraiment compte de ce que c'est. Et quand ils commencent à travailler, et on s'aperçoit qu'on leur a un peu menti, quoi. Eh bien justement, Lucas Maillot, vous en pensez quoi, vous? Il a raison ou pas, Frédéric Coiffé? Il a tout à fait raison. Hein. Quand on va par exemple dans un lycée pro, sans critiquer les lycées pro, on n'a pas forcément l'expérience qu'on a acquise au cours d'un apprentissage. Moi par exemple, je sais que derrière, je reboucherai avec une expérience professionnelle et j'aurai moins de difficultés qu'une personne qui sortirait peut-être d'un lycée pro. C'est important d'avoir un bon patron? C'est très très important d'avoir un bon patron parce que, on va pas se mentir, il n'y a pas que des bons patrons à l'apprentissage. Un bon patron, c'est lui qui va nous amener vers l'avant, qui va nous motiver, qui va nous donner des conseils, qui va nous aider à la formation. Donc c'est très important. Raphaël Armina, c'est facile de trouver un bon patron, justement? Facile, c'est aussi facile ou difficile que quand on est sur le marché du travail hors apprentissage. Hein. La vie est faite de diverses réalités. Parce que c'est pas simple de trouver un bon patron, mais c'est pas simple non plus de trouver un bon apprenti. Ouais, enfin, je veux dire, ça marche dans les deux sens, Ce qui non? compte, et on revient au sujet posé sur l'orientation, qui est vraiment central, c'est cet appairage entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre un jeune qui recherche un employeur et un employeur qui recherche un alternant. Il n'y a pas de bon ou mauvais employeur ou de bon ou mauvais apprenti, il y a juste des parties qui se sont trouvées utilement. Et ça, c'est un rôle central du CFA. Il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés par les CFA pour réaliser cet appairage, hein, qui parfois s'appuie souvent sur des critères très objectifs, la géographie, des choses comme ça, mais il y a aussi la volonté d'être sur un secteur ou sur un autre. Et ça limite grandement le taux de rupture dont on parlait tout à l'heure. Lucas Maillot? Je tiens à dire que même si un apprenti a des difficultés, en tant que patron, il ne faut pas l'accabler. Parce que justement, c'est là où il va perdre confiance en lui et ça va être encore plus négatif que ça l'était. Donc justement, il faut l'amener vers l'avant. Il faut le tirer vers le haut, c'est ce que vous voulez nous dire. Alors justement, quand on est apprenti, on ne reste pas forcément cantonné, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, mais au territoire où l'on se trouve. On peut aller voir ailleurs, c'est votre cas. Vous êtes parti où? Moi, je suis parti en Espagne avec Erasmus+. C'est-à-dire qu'il y a une sélection qui est faite, donc des apprentis sérieux quand même qui partent avec Erasmus+ à l'étranger, donc c'est une très bonne expérience, très enrichissant. C'est quasiment tout payé, donc il n'y a plus qu'à profiter, à apprendre une nouvelle méthode de fabrication, une nouvelle valeur. Alors donc justement, on va en parler avec votre voisine, Laure Coudrello. Ça s'adresse à qui, Erasmus+? Tous les apprentis peuvent partir? Oui. Ça paraît fou quand même. Non, ce qu'on va dire, c'est que Erasmus+, vous le connaissez tous uniquement sur le volet des étudiants. Il y a longtemps que c'est plus ça. Et évidemment, les élèves des lycées professionnels, les apprentis peuvent partir en Erasmus+. Et ils peuvent partir quand leur CFA ou leur lycée professionnel a répondu à un appel à proposition et a dit moi, je veux faire partir cette année un certain nombre d'élèves ou d'étudiants ou d'apprentis, et qu'il a déjà mis en regard de ses mobilités potentielles un certain nombre d'acteurs sur les pays avec lesquels il a envie de travailler. Alors quand on part comme ça à l'étranger, on y part pour combien de temps et avec quoi dans la valise? Alors vous avez vu que les CFA travaillent beaucoup avec leurs élèves, beaucoup avec leurs apprentis. C'est un continuum et c'est eux qui organisent la mobilité complètement. Ils préparent à l'amont très souvent sur les langues. Et ensuite, ils essayent de trouver l'entreprise qui sera la plus adaptée pour l'apprenti qu'ils envisagent d'envoyer. Hein, je pense qu'on n'a pas beaucoup de taux d'échec sur ces mobilités. C'est quelque chose qu'il faut vraiment dire. Les apprentis partent autour de 28 jours, c'est à peu près ça. Ça paraît court. Et alors ça... Quand on n'est jamais parti, je vous garantis que 28 jours, ça n'est pas court, c'est un mois complet. Et que pour beaucoup, s'imaginer de partir, de passer une frontière, pour certains, c'est prendre l'avion pour la première fois, c'est sortir de sa zone de confort et que c'est pas si facile que ça. Et on part avec une bourse, parce qu'il faut peut-être rappeler les conditions de départ. Le CFA met à disposition de l'élève cette fameuse bourse, et cette fameuse bourse dans l'apprentissage
l'apprentissage, elle est à peu près 3 fois ce qu'elle est pour les étudiants, on dira grosso modo, pour faire simple, parce qu'elle est ajustée au lieu où l'étudiant, l'apprenti, l'élève se rend, donc la cherté de la vie sur le lieu dans lequel il est. Et en fonction du pays, c'est pas la même, j'imagine. On a des grandes zones pour l'Europe, et donc c'est autour de 1 000 € pour faire simple. Alors justement, Raphaël Arbina, est-ce que vous, en tant que directeur de CFA, vous engagez vos élèves, vos apprentis à partir? Oui, mais on a 7% de nos effectifs d'apprentis qui vivent une mobilité européenne durant leur parcours. Donc ça va être une cohorte de 70 jeunes. C'est facile de les faire partir? Alors, pas toujours. Paradoxalement, pas toujours. Je rejoins tout à fait Madame sur le fait qu'on n'a pas d'échec sur ces dispositifs-là. On a actuellement une mobilité en Slovénie là, qui va se terminer à la fin de la semaine. Pareil, tout fonctionne bien. C'est une vraie réussite. Ça a aussi d'ailleurs concouru à l'amélioration de l'image de l'apprentissage, puisque c'est extrêmement valorisant. Sur la durée, nous, ils partent 3 semaines en général. Quand c'est pendant leur parcours, il y en a quelques-uns qui partent 6 mois à l'issue de leur parcours aussi, ce qui est intéressant. 3 semaines pour un jeune, puisqu'on peut partir quand on est mineur, c'est important de le dire aussi. C'était votre cas, Lucas, je crois. Donc, pour un jeune de 16 ans, 3 semaines, c'est pas tout à fait la même durée que pour nous, dans la perception qu'il en a. Donc, il y a beaucoup aussi de maturité acquise pendant ces parcours. On voit même des améliorations assez notables en niveau de langue sur des parcours courts parce qu'ils sont en immersion complète, donc obligés de se débrouiller aussi. Vous, c'est quel profil et vers quelle destination professionnelle votre CFA? Alors nous, c'est essentiellement des jeunes sur des niveaux CAP ou Bac Pro et qui partent, ou BP, et qui partent 3 semaines, en général dans la filière hôtellerie-restauration, pas que dans la filière tertiaire aussi, mais on a beaucoup de ces publics-là. Donc métier difficile quand même, il faut s'adapter, c'est pas métier rien, difficile, mais pour lequel la barrière de la langue est moins freinante, puisque il y a aussi le geste professionnel qui, lui, n'a pas besoin de mots pour s'exprimer et s'appuie avec un savoir-faire français reconnu en plus. Ça vous a apporté quoi justement, Lucas Maillot? Vous êtes revenu comment, avec quel état d'esprit? Je suis revenu, j'étais super fier de moi, de ce que j'avais entrepris à Barcelone. C'est super enrichissant parce qu'on voit plein de nouvelles choses, ça nous apprend des nouvelles valeurs, un nouveau mode de travail, une nouvelle entreprise. Pour communiquer avec les ouvriers, par exemple, c'est assez marrant parce qu'on ne se comprend pas forcément de suite, donc on essaie d'adopter des gestes, on essaie de parler avec Internet, tout ça, on essaie de se comprendre. Donc, au final, c'est assez marrant et on apprend plein de choses. Justement, je motive les jeunes de 15-16 ans, même très jeunes, à y aller parce qu'on ne fait pas ça tous les jours et ça permet de voir énormément de choses. Enrichissante. Laure Coudrello, est-ce que justement, chez nos voisins européens, les entreprises jouent le jeu pour accueillir les apprentis? Oui, je pense que ça, c'est pas un souci. L'accueil des jeunes Français n'est pas une problématique du tout. Nous, il faudra qu'on accueille davantage. Ça, je pense que c'est une vraie question de notre côté. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour l'avenir, parce qu'on en voit beaucoup à l'étranger et on en reçoit un peu moins. Comment ça se fait, ça, d'ailleurs? Est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles les entreprises ne sont pas forcément réactives? Jean-Louis? Je ne connais pas la raison. Enfin, ça m'étonnerait que les entreprises de Nouvelle-Aquitaine ne soient pas ouvertes à recevoir des jeunes des autres pays. En tout cas, nous sommes militants de la mobilité. Et la région, évidemment, aide beaucoup de mobilité. Mais il y a 2 aspects dans ce sujet. Alors évidemment, la mobilité internationale, je crois l'Europe se construit par les échanges de jeunes, c'est l'évidence. C'est ça qui construit ce sentiment d'appartenance dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Construire l'Europe, c'est la construire par les échanges de jeunes. C'est une vraie conviction. Mais il y a un autre aspect des choses. C'est la mobilité intra-régionale. Comment je vais de mon collège de Creuse à un CFA de Bordeaux parce qu'il y a là la bonne formation? Est-ce qu'il y a les outils? Est-ce que nous avons mis en place les conditions du logement, les conditions de transport? Vous voyez, cette question de la mobilité, elle est extraordinairement importante. La difficulté pour beaucoup de jeunes, c'est de choisir une formation qui correspond à leur goût et pas simplement au CFA qui est à proximité. Et aux moyens qui sont mis en place pour effectivement... Et aux moyens qui sont mis en place pour permettre cette mobilité. Alors, il faut que... Et ça, c'est aussi la responsabilité de la région. Nous voulons faire évoluer nos internats. Dans les lycées professionnels, il y a des formations sous statut scolaire, Lucas, mais il y a aussi de l'apprentissage. Nous voulons faire évoluer nos internats de façon à ce qu'ils soient ouverts
pour que les jeunes de notre région puissent profiter de la formation qui correspond le mieux à leurs rêves et à leurs besoins. C'est important ce que dit Jean-Louis Nambrini, Raphaël Arbina, parce que j'imagine que vos jeunes, ils ne sont pas tous issus de Bordeaux ? Non, du tout. Et parfois, la perception de la mobilité pour un jeune est parfois pas celle qu'on imagine. C'est-à-dire que parfois, faire 20 km pour un jeune, c'est s'ouvrir à une mobilité. Donc, ce qui est important dans une forme de mobilité ou une autre, c'est de provoquer un déclic. C'est ça qui compte en réalité. C'est vraiment chez une jeune personne de provoquer un déclic et de lui montrer que finalement, ce n'est pas insurmontable contrairement à ce qu'il pensait et que ça apporte vraiment un enrichissement à tout niveau personnel, professionnel. Et une fois que ce déclic est acquis, quelle que soit la forme qu'a pris la mobilité, je pense que c'est gagné. Voilà. Alors, on va rester dans votre secteur, Raphaël Arbina, celui de la restauration, de l'hôtellerie. C'est un secteur qui est en tension. Il y a des postes à pourvoir et pourtant, c'est parfois très, très compliqué aussi pour les patrons de recruter et puis de les garder, ces jeunes. Philippe Tanger, Romain Bureau, en Limousin. Le constat est flagrant. En 9 ans, cette pizzeria a dû signer 203 contrats en CDI pour maintenir ses 12 postes effectifs. Un turnover exceptionnel, mais malheureusement un phénomène courant dans la restauration. Beaucoup de gens trouvent le métier dur. Et donc, travailler les week-ends, travailler les soirs, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que du coup, on essaie d'avoir des CV. Les gens ils ne viennent pas aux entretiens. Il n'y a personne en fin de compte. C'est comme si on faisait des entretiens en fantôme. C'est de pire en pire. C'est impossible de trouver, ou alors les gens ne veulent plus le faire, peu importe l'âge, les jeunes moins. Et les formations ne sont pas vraiment spécialement assurées. Si les personnes qualifiées ont le privilège du choix, ces métiers pâtissent d'une piètre image, que ce soit en service ou en cuisine. Mauvaise image, quel que soit le type d'établissement. On a été trop dénigré comme mauvais métier, où on faisait beaucoup trop d'heures, mal payé. C'est plus vrai. On fait 39 heures dans nos métiers, on est payé correctement. On a un confort de vie, parce que les jeunes ne cherchent plus que le salaire, mais ils cherchent un confort de vie. Donc j'espère qu'on va mettre quelques années, mais j'espère que ça va revenir et qu'on va avoir du monde qui va se bousculer à nos portes pour embaucher. Alors la filière et Pôle emploi multiplient les dispositifs. Formation individuelle de 400 heures auprès de l'employeur, détection par immersion ou action collective. Ça ne suffit pas toujours. Nous avons déjà, il y a un tri qui est fait dans les gens qui se présentent, et il y a des entretiens individuels qui sont faits avec la profession. Parce qu'avant tout, c'est la motivation qui compte. Et c'est bien là que le bas blesse. Un petit peu. Changer d'image, développer la communication, des éléments de réponse pour gagner en attractivité. Raphaël Arbina, est-ce que vous diriez que les jeunes sont suffisamment préparés à la dureté de certains métiers ? Je pense à celui de l'hôtellerie, de la restauration. Alors, dans un parcours en apprentissage, il y a la formation au CFA, il y a aussi la vie en entreprise qui obéit à des codes et à des exigences qui de toute façon sont une donnée à prendre en compte pour une jeune personne qui rentre. Il y a effectivement des métiers qui ont des dominantes plus ou moins complexes à gérer. C'est vrai qu'il y a des métiers plus exigeants que d'autres, on le sait tous. Pour autant, là aussi, c'est un peu ce qu'on disait en début d'émission sur l'apprentissage, il y a aussi une inertie entre l'évolution des métiers et la perception que le public en a. Il est vrai de dire que beaucoup de métiers, et c'est vrai pour l'hôtellerie et la restauration, ont profondément évolué dans leurs habitudes sociales. Et ça, c'est pas encore toujours perçu par le grand public. Mais il y a des vraies évolutions là-dessus, sur le respect des horaires, sur les rémunérations, sur la formation elle-même. Il n'y a pas que c'est un sujet important et beaucoup d'entreprises désormais jouent le jeu parce qu'elles ont un intérêt en termes de sourcing et de fidélisation. Je vous voyais au pilier de la tête. Oui, je crois que l'information sur les métiers, c'est essentiel. Et c'est aussi aux métiers en tension à savoir expliquer pourquoi aujourd'hui l'image qu'on a d'eux n'est pas la bonne. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Les régions vont beaucoup travailler sur cette information sur les métiers dans le cadre de l'orientation. Et je crois que il faut le faire. Il faut expliquer comment un métier a changé, comment on sert du numérique aujourd'hui dans certains métiers où l'image est très négative. On pense à l'agriculture. On a toujours l'impression que ce sont des métiers sans numérique et très loin des évolutions. C'est pas le cas. Donc il faut que les gens parlent de ces métiers. Et on en parle bien quand on a été apprenti dans une filière et qu'on peut raconter comment on y a vécu. Et les dirigeants d'entreprise doivent le faire aussi. C'est ce qui se passe d'ailleurs
à l'étranger, ailleurs? Oui, à l'étranger, je pense qu'ils ont beaucoup plus de forums où les entreprises viennent expliquer ce qu'elles font, dans quelles conditions on va y travailler, quel est l'avenir dans la profession, quels sont les salaires. On ose aussi beaucoup plus parler à l'étranger des salaires qu'on pourra obtenir sur certaines filières. En France, c'est toujours un peu tabou, combien tu vas gagner après. Personne ne dit, mais je veux dire, dans des pays comme Allemagne, Autriche, Suisse, c'est des choses qui sont très... On en parle plus facilement. Bien sûr. Jean-Louis Lambrini? Oui, je crois que cette nouvelle compétence que nous avons, vous y faites allusion, nous oblige beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on soit capable, évidemment, de mieux parler des métiers, de mobiliser le réseau des entreprises. Nous avons un réseau d'entreprises qui sont aidées, accompagnées par la région, qui est extraordinaire. Donc nous avons un capital là à développer. Je le redis, il faut que nous mobilisions les jeunes eux-mêmes. Et il faut que nous sachions parler. On évoquait la question de la mobilité. On voyait je dirais, pardonnez-moi, mais un petit peu à l'ancienne, cette question-là, c'est-à-dire on va s'enrichir à l'extérieur, etc. Mais c'est aussi, et cela a été dit, vous l'avez dit, provoquer un déclic. Notre vie va être faite de mobilité. On va rentrer dans un métier aujourd'hui, que sera-t-il demain? Le métier de boulanger, on imagine qu'on fabriquera d'aujourd'hui pas, mais est-ce qu'on le fabriquera de la même façon? Est-ce qu'il ne faudra pas changer les pratiques? Dans beaucoup de métiers, il faudra changer. Autrement dit, être mobile, aller dans un CFA loin de sa maison, aller à l'étranger, c'est s'habituer à une sorte d'inconfort qui doit être fécond dans notre capacité d'adaptation. La mobilité, c'est un concept extraordinairement important. Et puis, il y a la notion de faire sa carrière. L'apprentissage pourra être véritablement considéré comme un moment, un choix d'excellence si derrière, on a la possibilité de se projeter. On ne choisit pas un métier parce qu'on ne peut pas faire autre chose. On a aussi un avenir, on a une carrière possible, on a une possibilité de réussir sa vie. Donc, c'est tous ces aspects que la région doit s'approprier pour être plus efficace en matière d'information sur l'orientation. Lucas Maillot, justement, vous étiez préparé à la dureté peut-être aussi de ce métier de boulanger. C'est pas simple, on se lève tôt. Vous vous êtes levé à quelle heure, vous, cette nuit? Cette nuit, par exemple, je me suis levé à 2h du matin, par exemple. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Quand j'ai commencé, je me suis pas dit, à la fin de la semaine ou même le lendemain, je vais être très fatigué. Il faut faire des siestes, il faut se reposer parce que ça demande une certaine exigence, le travail, de l'écoute. Et il faut tout mettre en œuvre pour tout réussir, donc la fatigue passe par là. L'information, c'est donc capital, vous êtes tous d'accord sur ces questions. Je voudrais qu'on avance par rapport à la loi qui évolue, celle de 2018, la réforme donc, avec des CFA qui peuvent désormais ouvrir plus simplement, sans autorisation des régions. Les demandes d'ouverture, elles se multiplient. En 2019, le ministère a enregistré 554 demandes d'ouverture, dont 200 déjà réalisées, demandes qui émanent des branches professionnelles, mais aussi des entreprises. Nicolas Bidard, Vincent Bouffartigue. Issu d'un Bac+2 avec 3 années d'expérience. Exercice du jour, rédiger une offre d'emploi. Ces apprentis se destinent au métier de recruteur, leur centre de formation, le CFA de l'entreprise Adecco. On ne perd pas trop notre temps sur la partie Adecco, mais surtout sur le métier de recruteur. Maxime a commencé son apprentissage en septembre. Être formé au sein même de l'entreprise, une nouveauté dont il semble convaincu. Tout ce qu'on apprend en entreprise, on fait les remontées en cours. Donc du coup, il y a un échange de bons procédés. Donc ce qu'on voit en cours, on le met en pratique en entreprise. Et ce qu'on voit en entreprise, on le partage en cours pour justement donner du contenu. Former ses apprentis en interne, indispensable pour l'entreprise. Cela permet de recruter sur mesure et plus rapidement, selon les besoins. Très chouette. Pourquoi un CFA d'entreprise? Pour pourvoir les postes que nous avons à pourvoir dans le groupe, avec des jeunes qui vont connaître nos méthodes, qui vont connaître notre culture et qu'on choisit avec beaucoup de soin et d'attention. Adecco fait partie des toutes premières entreprises à avoir créé un CFA. Avec la réforme de l'apprentissage, plus besoin de l'autorisation des régions. Avant 2019, on comptait 965 centres de formation d'apprentis. Depuis, 235 ont été créés. Si Adecco et le groupe Nicolin sont pionniers, 554 sont en projet, notamment dans des grandes sociétés.
Et pas d'obligation pour les apprentis de rester dans l'entreprise. Gulane était déjà assistante en ressources humaines. Cette formation lui permettra de postuler ici ou ailleurs. Je pensais que le CFA nous formerait seulement aux méthodes de l'entreprise et c'est absolument pas le cas. Je serai tout simplement employable dans tout type de structure liée au recrutement, que ce soit un cabinet, que ce soit en entreprise. À l'issue de leur année de formation, ces apprentis obtiendront un titre de niveau Bac+4 en recrutement. Raphaël Arbina, ça montre quand même la faiblesse des CFA, non ? Non, je pense que c'est effectivement... on peut voir ce phénomène d'ouverture massive des CFA, et notamment de CFA d'entreprise, comme une concurrence potentielle. C'est une vision des choses. Mais ça veut dire que les formations proposées ne correspondaient pas alors ? À partir du moment où le dispositif est transféré aux branches, donc aux entreprises et à leurs représentants, il est logique que ces entreprises et ces représentants s'en emparent et aillent jusqu'à la création d'appareils de formation. Ce que l'on constate quand même sur le terrain très fréquemment, et c'est important de le dire, c'est que ces structures de formation opèrent en partenariat avec des CFA historiques. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que beaucoup de CFA d'entreprise, qui d'abord n'est pas une nouveauté, alors c'est permis de manière beaucoup plus facile par la loi aujourd'hui, mais c'est une vieille tradition française. Dès les années 60, beaucoup de CFA d'entreprise existaient. Ces nouveaux CFA d'entreprise qui se créent désormais, très souvent, pour l'immense majorité d'entre eux, s'articulent avec des opérateurs existants. Alors vous dites c'est bien finalement. Moi je dis c'est un facteur d'opportunité pour des opérateurs historiques qui ont la compétence pour le faire, opérer des formations, gérer des équipes pédagogiques, accueillir des apprentis dans un cadre propice à une bonne formation, c'est un métier. C'est un métier. Beaucoup de CFA d'entreprise l'ont compris et s'articulent avec un maillage local. Mais vous ne craignez pas une concurrence déloyale, le gros qui va à un moment donné arriver et puis, pardonnez-moi cette expression, mais engloutir le petit, Jean-Louis Lambrini? Si le système qui existait jusqu'à présent était si mauvais, on n'aurait pas 40 000 apprentis en Nouvelle-Aquitaine et un progrès de 10% dans les 4 dernières années. Donc il faut croire quand même que la loi n'a pas tout inventé. Il ne faut pas croire que depuis un an qu'elle est en application, elle est à elle seule la cause du succès de l'apprentissage que l'on envisage aujourd'hui. Mais vous posez une question extrêmement importante. La loi de l'offre et de la demande, est-ce qu'elle suffit à assurer un tissu de formation partout sur le territoire ? Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, elle permettra de traverser les temps de crise ? Quand il y a une crise sur le bâtiment, il faut cesser de former sur le territoire parce qu'on n'a plus besoin d'apprentis pendant un petit moment. Et alors, comment s'effectuera la reprise ensuite ? Donc la région, et notamment la région Nouvelle-Aquitaine, nous voulons toujours être présents sur ce sujet. Nous voulons que la carte des formations, en apprentissage comme sous statut scolaire, passe par les besoins du territoire, partout sur le territoire. Et nous avons encore des moyens. Nous avons des moyens en investissement, ils seront importants et nous aiderons, sur la base d'un contrat avec les branches, les formations qui nous paraîtront nécessaires sur le territoire. Nous n'allons pas être absents, loin de là, et je le dis avec beaucoup de fermeté, comme le dit le président Rousset, avec beaucoup d'énergie également, nous n'abandonnerons pas le territoire de l'apprentissage en Nouvelle-Aquitaine, loin de là. Les CFA vont être soumis à différentes obligations désormais, ou sont soumis à différentes obligations, comme par exemple le taux d'emploi qui va devoir être affiché, j'allais dire. Ça, c'est plutôt pas mal, non ? Oui, ça, c'est de très bien. savoir où on va, avec quel débouché, ça manquait quand même, non ? Oui, ça manquait. Indiscutablement, ça manquait. Cette possibilité qu'ont les familles et les jeunes de s'orienter sur la base de critères objectifs, calculés de la même manière partout sur le territoire, c'est très important. Il faut compléter ce propos par le fait qu'il y a une norme qualité qui s'applique désormais au CFA, qui sera obligatoire à terme, à terme court, on parle de 2 ans, 3 ans. Donc ça va obliger aussi les opérateurs de formation nouveaux sur les marchés de s'intéresser à cette problématique qualité. Ce qui compte, c'est que le principal risque, plus que la concurrence entre opérateurs, serait un appauvrissement des dispositifs pédagogiques. Ça serait que ce qui se passe dans les CFA soit de moins bonne qualité que ce qui se passe aujourd'hui. Ça serait la pire hypothèse. Tous les acteurs vont s'employer à lutter contre ça. Il y a quand même des amortisseurs prévus par la loi qui sont censés lutter contre. Laure Coudrello ? Oui, je pense que l'organisation nouvelle, elle est basée là-dessus. Un contrôle très fort à la fois du financement et puis de la qualité de la formation. De ça, on ne peut que se réjouir tous. Sur les entreprises, pour l'instant, c'est des grandes entreprises qui créent leur CFA parce que c'est coûteux que de créer un CFA. Elles ont les moyens. Voilà.
Et je pense que les phénomènes que vous avez indiqués de sous-traitance d'une partie de ce qui est fait dans le CFA, c'est une quasi-obligation. On ne s'invente pas du jour au lendemain pédagogue, accompagnant et transmettant des savoirs multiples. Par contre, ce qui est intéressant du point de vue de l'entreprise, c'est qu'elle peut former à des techniques qu'elle a particulières et donc préadapter les élèves et les apprentis qu'elle aura. Ça, c'est naturel. Si elle met au pot, on peut supposer que ça, elle l'obtienne. Voilà. Donc c'est important quand même ce chemin un peu plus balisé sur les CFA, parce que c'est assez difficile quand même de s'y retrouver. Oui. Quand on est parent, je pense, oui. Et que l'on doit se dire, tiens, est-ce que celui-ci forme au métier de bouche correctement et celui-là peut-être un peu mieux, un peu moins bien. Enfin, c'est pas si simple. Hein. C'est un vrai sujet. Et je pense que les CFA, dans leur immense majorité, ont plutôt à cœur de s'ouvrir et de témoigner de leur réalité, y compris de leur réalité chiffrée. Hein. Je pense que peu de CFA ont à rougir de leurs indicateurs. L'important, c'est de les calculer tous pareil, partout en France, pour permettre la comparabilité. Mais jusqu'à présent, vous aviez du mal quand même à donner ces chiffres les uns et les autres. Hein. Oui, il n'y avait pas de cadre spécifique pour les donner non plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un outil qui permettait une comparaison spontanée. Et certains en faisaient un argument commercial parce qu'utiliser des modes de calcul qui n'étaient pas forcément les mêmes que les autres. Donc là, on peut espérer de ce que nous, dans le jargon, on appelle le TripAdvisor de la formation, c'est-à-dire d'un moyen qui permettrait aussi d'avoir des remontées des jeunes bénéficiaires qui disent ce qu'ils ont vécu aussi dans le CFA. À partir du moment où tout le monde obéit au même mode de calcul, écoutez, là, il y a une vraie comparabilité qui s'opère. Alors, autre changement, on peut être maintenant apprenti jusqu'à 29 ans. Nous, on a passé l'âge, mais c'est quand même possible. Et on peut signer un contrat d'apprentissage n'importe quand dans l'année, alors qu'avant, il fallait quand même se caler sur le calendrier scolaire. Portrait d'un jeune homme de 29 ans qui a donc changé de voie, qui a décidé de se reconvertir. Messieurs, allez-y, entrez, je vous en prie. Au centre de formation de Bordeaux, Nicolas Deneux entame sa 2e année de CAP en mécanique. Boubacar. Après 10 ans de vie active, il retrouve cahier, stylo et devoirs et doit trouver sa place dans une classe où la plupart des élèves ont entre 16 et 18 ans, 10 ans de moins que lui. Ça me rappelle des vieux souvenirs, oui, c'est vrai. Énormément, mais bon, après, voilà, moi je suis là avant tout pour avoir un diplôme aujourd'hui, donc je suis pas là pour m'amuser. Bagagiste, aide-soignant, pizzaiolo, pendant longtemps il a enchaîné les petits boulots sans réussir à se stabiliser. Passionné de mécanique, il pensait avoir raté sa chance d'en faire son métier. Quand il a su que l'apprentissage s'ouvrait aux 25-30 ans, le jeune homme s'est inscrit immédiatement. Les jeunes qui font ça à 16 ans, c'est ce que j'aurais dû faire moi à leur âge. Voilà. Et aujourd'hui, s'il vaut, je serais peut-être patron de mon propre garage à 29 ans. Mais non, je suis apprenti. Ça m'empêche pas. Tant que je suis, moi, c'est le principal, c'est que je sois heureux dans ce que je fais et je vais au travail avec envie, avec passion. Une semaine par mois à l'école, les 3 autres en entreprise. Cette formation de 2 ans est pour lui la chance de démarrer une nouvelle vie, mais elle nécessite aussi quelques sacrifices financiers. La première année, je touchais 800 €. Donc 800 €, vous avez un loyer de 630 € à payer tous les mois, voilà, c'est réglé. Ce soir, vous mangerez des pâtes et puis demain midi, c'est pareil. Mais ça se prépare. J'ai mis un peu d'argent de côté pour pouvoir gérer cette période de petits salaires. En un an, le nombre d'apprentis a augmenté ici de 5%, en partie grâce à ces jeunes en reconversion. Jean-Louis Nambrini, ce dispositif que l'on vient de voir a été testé en Aquitaine avant d'être repris et généralisé à l'échelle du pays. Quel bilan la région en a-t-elle tiré ? Le bilan, il est là, hein, c'est-à-dire qu'on a généralisé ce dispositif. Je crois que cette souplesse est absolument indispensable. Et on évoquait ce mode de formation en lien avec les besoins des entreprises. Il faut véritablement assouplir tous les dispositifs. Donc, le bilan, il est dans cette Et des profils plus matures peuvent aussi intéresser, j'imagine, les employeurs, non ? Bien sûr. Oui, il y a, comme vous le dites, une maturité supérieure en général. Donc, le coût de salaire est un peu plus élevé sur les jeunes de moins de 30 ans que sur les jeunes de 16 ans. Mais il y a aussi une maturité. Ça complète la diversité des profils disponibles pour les entreprises, bien sûr. Oui, non, mais on voit bien là que la capacité d'expérimenter sur un territoire est essentielle à une bonne réforme, à un bon changement.
Donc il faut le conserver, ceci. Il faut conserver l'agilité qu'ont les territoires, les proximités, qu'ont les politiques territoriales avec le réseau des entreprises, le réseau des CFA. Ça serait une erreur de tout centraliser et de considérer que la loi de l'offre et de la demande peut tout réguler. Là, on vient d'avoir un exemple qui est extraordinaire. On en a plein d'autres, mais celui-ci est extraordinaire. On expérimente quelque chose et puis, si c'est bien, on le généralise, au bénéfice de tout le monde. Leur Coudrello, on le voit ça aussi à l'extérieur. On peut aller très loin et reprendre l'apprentissage un peu plus tard. Oui, ce qu'on va dire, c'est que dans Erasmus+, on a une possibilité de recourir à la mobilité pour des personnes qui se requalifient. C'est quelque chose qui a toujours existé au sein d'Erasmus+. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est des pilotages. Par exemple, Pôle emploi ou les missions locales peuvent accompagner des chômeurs en reconversion. Et ce dont on se rend compte, c'est que souvent, ils repassent par l'apprentissage, et c'est des apprentissages un peu longs à l'étranger, qui font que quand la personne revient, elle est parfaitement qualifiée pour se réinsérer sur le marché du travail. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et là, il y a un âge, il y a un seuil, il y a... Non. Non ? Non. Donc ça, c'est plutôt... C'est ouvert, quoi. Oui. Ça veut dire que ça s'ouvre aussi le droit à l'erreur, quelque part. C'est important. Absolument, bien sûr. Ça ouvre et ça facilite le droit à la reconversion. La reconversion, oui. Bien sûr. C'est évident. C'est évident. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'incertitude aujourd'hui, c'est on ne connaît pas exactement quels seront les métiers demain. Cette certitude-là nous oblige à mettre en place des dispositifs souples. Au lieu de parler de formation tout au long de la vie, il y aura une formation initiale tout au long de la vie. Il faut être capable toujours de changer, et ça, c'est extrêmement important. D'où l'idée, j'insiste, Lucas, mais vous l'avez dit, d'avoir une bonne formation de base. N'opposons pas la formation professionnelle à la formation de base. Je crois que ça, c'est essentiel. Sans maîtrise de ce que l'on appelle, dans le jargon éducation nationale, le socle commun de connaissances, du français, des maths, de l'anglais, connaissance de son pays et des valeurs de la République, ça, c'est le socle qui permet de rebondir tout le temps. Mais ça, en poche, eh bien, tout doit être ouvert. Et je crois qu'il faut beaucoup de souplesse. Et cet exemple-là est extrêmement intéressant. Je crois que c'est le point de départ de quelque chose qui s'assouplira encore plus dans la suite. Lucas, votre regard, justement, sur l'apprentissage qui peut aller très, très loin, comme ça ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Quand on commence un apprentissage et qu'on le suit, on peut aller très loin. Ouvrir sa propre boîte plus tard et être parti de rien au début. Donc c'est extraordinaire, tout simplement. Alors le plus, on l'a bien compris, c'est très enrichissant et vous l'avez dit, et en plus vous avez pu partir à l'étranger. C'est-à-dire que vous auriez bien aimé aller ailleurs qu'en Espagne, vous ? Oui, tout à fait. Pourquoi pas la Grèce ? Ouais. Pourquoi la Grèce ? Parce que la Grèce, c'est un pays qu'on ne voit pas tous les jours. Et en boulangerie, c'est particulier ? C'est particulier, il y a des pains complètement différents par rapport à chez nous, mais comme dans tous autres pays, donc oui. Je vous pose ça avec le sourire aux lèvres, Anne-Laure, parce que Laure Coudrello, parce qu'il n'a pas eu le droit, mais comme d'autres d'ailleurs, de choisir sa destination. Ça fait partie du cahier des charges d'Erasmus+. Non, ça c'est vraiment le travail que conduisent les CFA ou les établissements à diversifier les lieux d'accueil pour leurs étudiants ou leurs apprentis ou leurs élèves. Ça, c'est un vrai travail qui se conduit et qui se fait progressivement. On voit maintenant, il y aura l'ouverture très probablement pour la formation professionnelle du hors Europe à partir de 2021. Et je pense que là, on va voir des CFA aller un peu plus de l'avant et chercher d'autres contacts avec des pays dans lesquels ils entraîneront un certain nombre de jeunes élèves. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut tisser des liens. Les liens demandent du temps. Et je crois que vous pourriez le dire, mais on évolue progressivement dans un CFA et on ouvre des destinations, on va dire, plus nombreuses chaque fois. On se reconvertit aussi, puisque le Royaume-Uni, on ne sait pas ce qui va arriver, mais il y a eu des redéploiements. Par exemple, l'Europe du Nord est devenue une destination beaucoup plus importante dans nos échanges, l'Europe de l'Est aussi, et ça c'est dû aussi à des changements politiques, et voilà.
Et je crois que c'est le vrai travail des CFA que de s'ouvrir. Oui, c'est très juste. Alors effectivement, il y a des phénomènes intra-européens qui peuvent modifier un petit peu les destinations, mais je vous rejoins tout à fait dans le sens où, en général, quand on s'ouvre à la mobilité dans un CFA, on démarre par 1 ou 2 projets, on tire une expérimentation de cette expérience, on se dit, bon voilà, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques, et ensuite on déploie, voilà, de manière un petit peu plus industrielle. Pour ce qui nous concerne, nous, on a 6 à 8 projets annuels. Les jeunes ont le choix de s'insérer dans l'un ou dans l'autre en fonction des places disponibles, évidemment, donc, et puis de la spécialité qui est la leur. On a par le passé envoyé plusieurs groupes en Grèce, qui était une expérience très très intéressante. Pourtant, on était au cœur des difficultés financières de ce pays, et pour autant, on a fait de très très bons échanges là-bas. Donc oui, on s'ouvre aussi, nous, pour ce qui nous concerne, l'Europe du Nord. On a un partenariat avec une école au Danemark qui se passe très très bien, et c'est vrai que on multiplie les projets quand on gagne une expérience dans un CFA, et on s'ouvre à d'autres destinations. C'est ce double phénomène qui s'opère. Combien d'apprentis là en ce moment sont ailleurs? Alors là, on en a 10 actuellement, donc en Slovénie. Ils rentrent là ce week-end, et on a la semaine suivante un projet qui redémarre aussi avec une dizaine de jeunes. Il y a un turnover. Oui, on a quasiment, vous savez, c'est exactement ce qu'on dit pour les avions en l'air, il y a quasiment une dizaine de jeunes constamment à l'étranger du CFA. Alors, il reste, messieurs, dames, 5 minutes, les 5 dernières minutes que nous allons consacrer à quelques questions-réponses comme ça. L'apprentissage, donc, qui va devoir s'adapter, parce qu'on dit que demain, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Ça ne va pas être simple, ça. Vous aussi, les CFA, vous allez devoir vous adapter. Bien sûr. Le CFA, comme tout organisme de formation, par essence, apporte des réponses formatives à une problématique d'emploi et une problématique... Penser l'avenir, c'est aussi votre job, j'allais dire. Bien sûr. Ouais. Jean-Louis Nambrini. Ben oui, c'est la raison pour laquelle nous essayons de développer ce qu'on appelle des campus des métiers et des formations, dans lesquels on regroupe des lycées professionnels, des CFA, des entreprises, des universités autour d'une famille de métiers, de façon à ce qu'on puisse penser l'avenir, les possibilités de passer d'un système de formation à l'autre, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi toujours par la présence de la recherche, de penser l'avenir des métiers et des technologies. Comment bien réussir son apprentissage? Qui s'y colle? Lucas. Pourquoi pas comment bien réussir son apprentissage? Déjà, il faut avoir une bonne base, un bon patron, pour qu'il nous amène vers l'avant, pour qu'ils nous apprennent les bonnes bases du métier, donc ça c'est l'essentiel. Et puis à l'école aussi, il faut bien apprendre, ça c'est important, en pratique, apprendre les bonnes choses, parce qu'arriver le jour de l'examen, si on n'a pas appris, par exemple dans un CAP, pendant les 2 ans, si on n'a pas appris à faire les bonnes choses en pratique, il y a une chance de se foirer à l'examen. Comment faire pour ne pas craquer en cours de route, Raphaël Armina? Avoir le plus tôt possible, en amont du parcours, intégrer ces contraintes. Je crois que c'est ça le sujet. Et ça passe par des contacts avec les services d'orientation, par les CFA eux-mêmes qui vont spontanément, assez facilement vous dire de quoi est fait le quotidien d'un apprenti. Donc je pense que c'est ça, multiplier entre guillemets les vies ma vie d'apprenti. Je pense que c'est ça la clé de la réussite. Laure Coudrello, y a-t-il un CV idéal pour partir? Non, je crois que tout le monde peut partir, c'est ça qu'il faut encourager. Le prochain programme aura des financements plus large, et donc il faut lever ces barrières pour des jeunes qui ne sont pas dans des parcours de mobilité actuellement. Il faut essayer de les encourager à partir. Ça va être notre travail, ça va être notre travail avec les établissements, avec les régions, parce qu'on sait qu'il y a dans les régions des zones enclavées plus difficiles, des zones rurales plus éloignées, et que là on a des difficultés à faire partir les jeunes, et que là-dessus il faudra travailler, parce que tout le monde peut partir. Et ça, il faut le dire. Ça revient on peut partir jeune. En début d'émission, c'est-à-dire qu'il faut aussi une certaine maturité. Oui. Il faut aussi lever, travailler avec les familles pour que certaines barrières puissent être levées. Quand on n'est pas parti soi-même, on a encore plus de mal peut-être à laisser partir ses enfants. Et je crois que ça, c'est un vrai travail très collectif à conduire. Les objectifs pour Erasmus+, là, dans les années à venir, j'imagine que c'est envoyer davantage encore de jeunes dans les pays européens. C'est ça, c'est à la fois travailler sur cette attractivité pour les établissements, de pouvoir proposer à leurs élèves, à leurs apprentis des destinations de plus en plus nombreuses. C'est accompagner ces jeunes, et c'est surtout faire en sorte qu'une mobilité soit réussie.
C'est-à-dire quand on en revient enrichi, on a des compétences qu'on a acquises et on doit pouvoir valoriser ces compétences. Sur la formation professionnelle, moi je dirais qu'il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui. Si on veut arriver à l'équivalent de ce qu'on a dans l'enseignement supérieur, il faut reconnaître de plus en plus ces compétences acquises. C'est des compétences qui peuvent être transversales. On apprend à communiquer, on apprend les langues, on apprend à se comporter dans un environnement multiculturel. C'est aussi des compétences professionnelles parce qu'on voit d'autres gestes. On apprend et on regarde d'autres acteurs qui travaillent différemment. Vous l'avez dit, les pains ne sont pas les mêmes partout en Europe. On n'y met pas les mêmes ingrédients. Donc quand on revient, on sait beaucoup plus de choses que quand on est parti. Puis aussi, en allant voir d'autres pays, ça peut apporter de nouvelles techniques à nos patrons. Leur faire voir il y a ce regard-là aussi. Leur faire voir de nouvelles choses, ce qu'on a appris, et pourquoi pas essayer dans nos entreprises. C'est important aussi de faire voir de nouvelles choses au public français, entre guillemets. Jean-Louis Lambrigny, le recteur que vous avez été, est d'accord avec, bien avec sûr, ça? Je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais rebondir sur une idée que Lucas a évoquée tout à l'heure, où il a évoqué la difficulté, l'erreur, qu'il fallait être indulgent vis-à-vis de l'erreur. Je crois que l'apprenti est un élève comme les autres. Il faut bien comprendre ceci. Il n'y a pas les apprentis d'un côté et les élèves de l'autre. L'apprenti, c'est un élève comme les autres. C'est une modalité d'apprentissage, une modalité d'accès au savoir. Et de ce fait, vous avez raison, l'erreur est fondatrice pour une bonne pédagogie. Et elle permet aussi d'avancer. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir participé donc à ce débat sur l'apprentissage. Merci pour votre éclairage, votre expertise. Disputandoum revient très vite. À bientôt sur Noah.